Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième épisode de Parlons Réinsertion, le balado de la Maison Pain Chaud. Mon nom est Valérie, je suis aujourd'hui accompagnée de Blanche Fortin-Harvey, intervenante clinique au programme et chef d'équipe, ainsi que de Casey Poulain, intervenante clinique à l'hébergement. Bonjour les filles, merci d'être avec nous. Merci Valérie pour la présentation. Donc d'abord Casey, est-ce que tu voudrais te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui, ben moi, dans le fond, j'ai fait une technique juridique là, en sortant du secondaire de 2015 à 2018. Puis j'ai terminé ma technique juridique avec un stage à l'établissement de pénitencier, en fait, là, à sécurité maximum à Donnacona, à la cour disciplinaire. Ça a été mon premier contact là, avec la clientèle judiciarisée à ce moment-là. Ensuite, j'ai commencé un bac en criminologie que j'ai complété aussi là, à l'hiver 2021 avec un stage au Bureau de libération conditionnelle de Québec en tant qu'agente de libération conditionnelle. Puis j'ai intégré la Maison Pain Chaud là, en mai 2021. Puis je suis ici depuis. Donc super, merci Casey. En fait, ça fait à peu près 1 an et demi que tu es à la Maison Pain Chaud. Est-ce que tu peux nous dire ça ressemble à quoi une journée typique ou le quotidien d'une intervenante clinique au CRC? Ben pour répondre à cette question-là, ça va être quand même difficile parce qu'on n'a pas de journée typique. Parce qu'en étant dans un milieu de vie ici, on est constamment appelé à intervenir dans l'immédiat là, avec les résidents de la ressource. Par contre, c'est sûr que bon, les tâches demeurent bien présentes. Là. On doit effectuer des rencontres hebdomadairement là, avec tous nos résidents de nos caseloads. Ensuite, on doit rédiger les notes de la rencontre, faire le suivi avec les partenaires, aussi les agents de libération conditionnelle ou bien les agents de probation sur le déroulement des rencontres avec les résidents. Puis, souvent, on va être appelé aussi à contacter les personnes ressources, l'entourage, la famille de nos résidents là, pour faire un suivi aussi de leur côté, à savoir comment se passe leur contact avec les résidents. Euh, pour ce qui est du reste, ça va vraiment varier. Là. Ici, on fait beaucoup d'interventions plus communautaires. Donc, c'est sûr on va s'impliquer dans des activités, puis des fois, elles sont pas listées dans nos tâches, là, comme aller jouer à des jeux de société avec les résidents, ouais. Aller s'asseoir dehors sur le bord du feu pour faire de l'intervention en contexte informel. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que nos journées, il n'y en a jamais une qui est pareille. Là, puis, on peut être appelé à tout type d'imprévu au cours de la journée. Donc, c'est sûr que on n'a pas de stabilité en soi dans nos journées, mais je pense que c'est ce qui fait que c'est super intéressant comme emploi. Je vois que tu parles d'intervention informelle. Est-ce que tu peux nous parler des bénéfices d'y aller avec des interventions comme ça versus des rencontres vraiment planifiées? Oui, ben en fait, les rencontres qui sont planifiées, souvent, on va aller aborder plus les éléments qui se retrouvent dans la planification correctionnelle, les plans d'intervention de nos résidents. Donc, souvent, ça va être des rencontres qui sont plus formelles, plus axées sur des buts précis. Tandis que l'intervention en informel, on va vraiment aller s'intéresser plus comme au comportement des résidents quand ils sont en groupe, de les voir interagir dans les relations interpersonnelles qu'ils ont avec les autres résidents, avec les autres intervenants. Puis souvent, on a vraiment accès plus à une sincérité un peu de leur part, si je peux dire ça comme ça. On voit plus leur côté authentique ressortir dans des contextes informels plutôt que dans un contexte formel où les résidents sont assis entre quatre murs avec nous puis on se regarde dans le blanc des yeux. Des fois, ils nous donnent pas accès à toute leur personnalité dans ces contextes-là, soit vu notre rôle qui peut être plus intimidant, comme ça peut être aussi lié au fait que, bon, dans les rencontres, justement, on guide des fois un peu plus la conversation sur des sujets précis, là. Tout à fait, puis je pense que c'est une belle opportunité aussi d'observer, comme tu as dit un petit peu d'emblée, de les voir dans comment ils agissent avec les autres résidents, puis on a accès beaucoup plus Exact. à leur vraie couleur, disons. Oui. Puis ça me fait penser, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus du double mandat? Souvent, les intervenants en maison de transition, en contexte judiciaire, on va souvent leur dire qu'ils ont un double mandat, ce qui peut être difficile à composer. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage à ce propos? Oui, bien absolument. Dans le fond, le double mandat, c'est bon, la dualité entre la relation d'aide et le contrôle. Ici, à la Maison de Pain Chaud, c'est sûr qu'on est confronté à ça sur une base quotidienne parce qu'on doit s'assurer que les résidents respectent là, leurs conditions légales, mais aussi parce qu'on doit les accompagner dans leur réinsertion sociale puis développer un lien de confiance avec eux qui est suffisant pour qu'on puisse réellement les aider. C'est sûr que la position de contrôle d'autorité, des fois qu'on démontre d'emblée auprès des résidents parce qu'on est un acteur de la justice,
va créer une certaine réticence chez eux à s'ouvrir à nous parce qu'ils nous voient juste comme un piège, dans le fond. Ouais. Alors qu'au final, notre mandat ici, à la Maison Pinchot, moi, je considère que le contrôle est beaucoup plus infime dans mon travail au quotidien que la relation d'aide. Là. Nous, on accompagne les résidents vraiment dans le retour en collectivité concret, donc on peut être appelé à les amener à utiliser une carte débit, à prendre le cellulaire, à apprendre comment prendre l'autobus. Alors que peut-être qu'une fois par semaine, on va vérifier, bon, respectes-tu tes conditions? Est-ce qu'il y a des éléments, on a-tu des doutes de consommation? T'sais, les deux sont très, très présents au quotidien, mais moi, je trouve que la relation d'aide dans un milieu comme la Maison Pinchot, où on veut vraiment accompagner les résidents vers la réussite, va être beaucoup plus présent. Là. Super, merci beaucoup. Puis, est-ce qu'il y a des défis que tu dirais que vous rencontrez davantage dans le contexte d'intervention en maison de transition? Les intervenantes qui sont en ce moment à la Maison Pinchot, on est toutes relativement jeunes. Je pense que le premier défi qu'on rencontre, puis le plus rapidement, c'est celui-là. Les résidents sortent de détention, ils ont vu plusieurs acteurs de la justice avant nous. Donc, quand ils arrivent puis qu'ils tombent devant quelqu'un qui sort de l'école, pour utiliser leurs mots, souvent, ça les rebute un petit peu. Ils ont moins tendance à vouloir nous faire confiance. Ils nous prennent parfois pour des gens qui ont peu de connaissances ou qui ont juste tout appris dans les livres. Donc, c'est sûr qu'il faut comme déconstruire cette pensée-là avec eux en premier lieu. Généralement, ça dure pas longtemps, par contre, que rapidement, les résidents réalisent que, bon, on est là pour les aider, on va les accompagner du mieux qu'on peut, puis pas juste avec les théories qu'on apprend là, dans nos formations universitaires. Sinon, dans les défis, c'est sûr que, bon, développer le lien de confiance tout court, peu importe l'âge, c'est quelque chose qui est quand même particulièrement ardu. Ça se gagne avec le temps et ça se perd très rapidement. Donc, autant de la part de l'intervenant que de la part du résident. Là. Donc, nous, on travaille fort avec les résidents en début de suivi pour essayer de construire un lien solide pour qu'ils puissent se confier à nous, pour qu'on puisse l'aider s'ils rencontrent des difficultés. Par contre, il y en a certains qui c'est très, très, très rapide, qui vont nous faire confiance, puis rapidement, on sent qu'ils ont un besoin de s'ouvrir, tandis qu'il y en a d'autres que ça peut prendre plusieurs semaines, des fois quelques mois avant qu'ils nous fassent pleinement confiance, puis qu'ils nous donnent accès là, aux blessures de leur passé puis leurs réelles lacunes. Tu sais, parallèlement à ça, j'ai goût d'ajouter aussi que c'est des gens, des fois, qui ont vécu beaucoup de trahison, qui ont été beaucoup dans le système, des fois, qui ont été barottés, si on pourrait être l'expression d'un endroit à l'autre. Fait que souvent, il y a beaucoup de méfiance qui s'est installée avec les années. Fait que, tu sais, tantôt, comme tu disais, de déconstruire des fois des perceptions, des craintes qu'ils ont, c'est quand même une partie prenante de notre travail. Là. Oui, vraiment. Puis c'est ça, il y a un côté certainement déshumanisant de la détention que nous, on doit déconstruire parce que, bon, maison de transition, pour eux, c'est juste une continuité de l'établissement de détention. Puis souvent, ils arrivent ici, puis ils s'attendent à ce qu'on agisse de cette façon-là, mais au contraire, nous, notre mandat, est complètement différent. Donc, on essaye de leur montrer que, bon, c'est des êtres humains à part égale et au même titre que nous. Donc, on essaie de se placer sur le même pied d'égalité, puis d'être équitable là, envers tous, puis être à l'écoute d'eux, plus que ce qu'ils peuvent peut-être avoir eu accès en détention comme aide là, par moment, vu la population, vu l'endroit où ils se trouvent aussi. Là. Tout à fait, qui sont beaucoup aussi plus dans des interventions de réprimande puis de contrôle qu'on peut l'être aussi de notre côté. Oui, vraiment. Puis sinon, pour ce qui est des défis, je dirais, ces deux-là sont les principaux. On est parfois confronté, c'est sûr, à des résidents qui sont plus réfractaires à l'intervention. Encore là, ça vient beaucoup jouer avec le lien de confiance, mais il y en a certains qui ont vraiment une méfiance à l'égard du personnel de la justice puis des acteurs qui travaillent en parallèle avec le système de la justice. Donc, ça peut être vraiment difficile de les amener à collaborer. Puis parfois, on peut être confronté là, à des résidents qui peuvent se montrer agressifs ou peut-être même juste fermés à l'intervention tout simplement puis qui veulent pas s'aider. Puis dans ces moments-là, c'est difficile parce que des fois, les intervenants, on a tendance à vouloir le faire à leur place parce qu'on veut les voir réussir. Mais c'est quelque chose qui est un défi beaucoup pour les intervenantes. Si je parle pour mes collègues aussi, là, pour les intervenantes à l'hébergement, parce que on veut tellement voir nos résidents réussir puis pouvoir ressortir par la bonne porte, comme on dit, pour qu'ils regagnent leur domicile ou qu'ils se trouvent un appartement, pour qu'ils commencent à travailler, que quand eux, ils avancent pas, ben nous, des fois, on a envie de leur pousser un petit peu dans le dos pour qu'ils le fassent ou même de le faire à leur place. Fait que ça,
c'est un défi qui est partagé là, des intervenantes. Là. Tout à fait. Puis je pense que ça parle aussi de l'importance d'offrir les outils pour accompagner, mais tu demeure que la finalité n'appartient pas en tant qu'intervenant, puis c'est vraiment au client de se mobiliser pour atteindre ses objectifs aussi. Exact. Puis tantôt tu parlais, tu sais, oui, on peut être confronté des fois à des personnes peut-être plus réfractaires, plus agressives, mais est-ce que c'est quelque chose qui est commun pour essayer d'aller déconstruire, je pense, un préjugé des fois qu'il peut avoir à l'égard des maisons de transition? Vraiment pas. En fait, je dirais, dans la dernière année et demie où moi j'ai été présente ici, c'est arrivé peut-être une ou deux fois. C'est sûr que, bon, souvent, c'est pas des gens qui sont réfractaires à prime abord qui vont se montrer agressifs. Des fois, c'est dans l'explosion d'émotions. Ils vont vivre une situation où ils seront pas en mesure de gérer leurs émotions adéquatement. Puis là, ils peuvent adopter des comportements agressifs, soit verbalement ou envers les objets. Pour le moment, j'ai jamais assisté à rien d'agression physique là, envers un employé. Bien au contraire, là, je pense que les résidents ont même un certain code moral entre eux de qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas auprès d'un intervenant. Puis c'est ça, cette partie-là, c'est vraiment plus quand les résidents vont vivre une certaine désorganisation émotionnelle où ils vont se montrer plus agressifs. Pour les gens qui sont plus réfractaires, quand même moins, ça arrive, surtout dans les premières semaines quand ils arrivent ici, puis c'est plus une question d'adaptation que d'être réellement réfractaire. Moi, je pense qu'il faut leur donner la chance là, de sortir de l'établissement de détention où ils étaient, puis de sortir un peu de l'état de pensée qui est partagé là, dans les établissements. Tout à fait. Donc, un coup qu'ils ont comme compris que nous, on est ici pour les accompagner puis les aider, généralement, ça se place puis ça va mieux. Là. Parce que certains peuvent arriver aussi avec leur mentalité carcérale qu'on appelle, Oui. fait qu'un peu le même schéma de pensée, de mode de fonctionnement de quand ils étaient à l'intérieur des murs, ce qui diffère vraiment de ce qu'on essaie d'instaurer ici, beaucoup plus dans un climat de milieu de vie, de considération, de bienveillance. Là. Oui, exactement. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec le milieu, tu pourrais-tu nous donner un petit peu plus de précision quand tu dis justement ce clash-là entre mentalité d'incarcération et mentalité de maison de transition? Tu sais, les gens arrivent avec quel préconçu, quelle attitude? Ben, c'est sûr que nous, on accueille une clientèle qui est variée. Donc, des fois, ça peut être au niveau de la clientèle, des délits des autres. Parce qu'en détention, en fait, tout le monde est comme un peu séparé selon les délits qu'ils ont commis. Tandis que nous, ici, on souhaite que tout le monde vive dans l'harmonie. Donc, on apprend un peu à déconstruire leurs valeurs, pas leurs valeurs, mais leurs préjugés à ce niveau-là pour qu'ils puissent apprendre à voir la personne avant de voir le délit. Puis, pour ce qui est de la mentalité d'incarcération, c'est que considérant souvent qu'ils ont été traités un peu comme des numéros toute la période d'incarcération, quand ils arrivent ici, ils sont encore un peu dans le mindset, si je peux me permettre, on peut pas dénoncer un comportement qui est inadéquat chez un autre résident. On peut pas s'ouvrir aux intervenants. Les intervenants, c'est un piège. Ils sont là pour nous coincer avec nos conditions. Ils veulent juste nous renvoyer en dedans. Ils ont vraiment une méfiance à notre égard par moment. Puis sinon, ben, c'est vraiment juste la mentalité, le fonctionnement carcéral. On siffle pas, on se touche pas. C'est vraiment des trucs qui, pour nous, peuvent paraître super banals, mais qu'en détention, c'est vraiment des règles de vie très strictes qui peuvent t'amener à avoir des problèmes là, si tu les respectes pas, tandis qu'ici, ben nous, on essaie d'avoir un fonctionnement un peu plus normal et un peu plus axé sur le fonctionnement réel en société aussi. Là. Donc, c'est sûr que ça peut être un défi, surtout pour les personnes qui ont été incarcérées pendant des longues périodes de temps. Le fait d'avoir des gens dans leur bulle, d'avoir un coloc dans leur chambre, d'avoir quelqu'un qui marche derrière eux dans le corridor, ça peut être tous des éléments très stressants. Qui fait en sorte que des fois, ils adoptent des comportements un peu plus brusques, un peu plus fermés, ou ils vont moins être tentés de sortir de leur chambre. Fait que c'est plus à ce niveau-là, là, la mentalité de détention. On le voit beaucoup. Les gens s'expriment haut et fort, ils ont des méthodes de communication qui sont pas toujours appropriées parce qu'en détention, ils n'étaient pas nécessairement écoutés, tandis qu'ici, ben nous, on se montre vraiment à l'écoute des demandes des résidents, on les considère quand c'est quelque chose qui fait du sens. Mais ils sont pas habitués à ça, là, donc... Puis même souvent, il y en a beaucoup qui sont surpris de voir ce changement-là de posture, qui arrivaient, ils s'attendaient pas à ça, puis rapidement, ils escriment, c'est pas du tout ça que je pensais qu'elle allait arriver, puis ils sont étonnés de voir que c'est complètement une dynamique à l'opposé. Là. En effet. Sinon, est-ce que tu pourrais nous parler des points positifs de travailler avec une clientèle judiciarisée? Personnellement, moi... j'ai choisi, en fait, de travailler avec une clientèle judiciarisée parce que je trouvais que c'était tellement enrichissant.
Autant personnellement que professionnellement, on apprend à tous les jours avec une clientèle comme ça. C'est des gens qui rencontrent des gros défis. Puis nous, en tant qu'intervenants, je trouve que c'est extrêmement valorisant de pouvoir les voir grandir, puis on se sent un peu valorisé dans leur réussite à eux parce qu'on investit beaucoup de temps, d'efforts avec eux pour les voir avancer, les voir cheminer positivement, les voir atteindre leurs objectifs de vie, de reprendre une vie un peu plus normale aussi malgré les délits. Donc c'est sûr que c'est un emploi qui pour moi est très valorisant. Ça fait beaucoup diminuer les préjugés qu'on pouvait avoir parce que même avec des études en la matière, on est des êtres humains, des fois on a des préjugés, des idées préconçues aussi par rapport à certains types de clientèle, par rapport à certains types de personnalités, d'individus. Tandis qu'en travaillant avec une clientèle judiciarisée, surtout dans un milieu de vie comme ici, on apprend vraiment à voir le fond d'une personne avant de voir son étiquette, de voir son délit. Pour nous, c'est vraiment, on apprend à connaître un être humain à part entière, puis on les accompagne dans un moment de leur vie où ils sont souvent fragiles, où ils sont souvent très blessés. Démunis aussi, des fois. Oui, très démunis, en effet. Puis c'est vraiment enrichissant au quotidien. Là. Moi, il n'y a pas une journée où je sors pas d'ici avec des nouvelles connaissances parce que les résidents sont intelligents, ils nous apportent beaucoup. Une expérience de vie qui est riche. Vraiment, fait qu'on apprend beaucoup d'eux comme eux peuvent apprendre de nous. Puis ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très positif dans le travail avec une clientèle judiciarisée. Mais juste de leur donner le coup de pouce des fois que les gens ne sont pas nécessairement outillés à leur donner ou qui ne sont pas nécessairement portés à leur donner à cause de tous les préjugés que la société peut avoir à leur égard. Je pense que ça, c'est le principal point positif du travail avec la clientèle judiciarisée. Ouais, de croire en eux, de leur donner un peu l'espoir que des fois, ils n'en ont plus dans leur réseau, leur entourage, puis qui ont été... il y a eu des ruptures, de peu importe, de toutes sortes de relations. Là. Puis je pense que c'est un privilège, moi, souvent, que je dis aux personnes que j'accompagne de voir ces réussites-là, de voir des cheminements, des fois, que c'était... Bon Dieu, ça demandait quand même un travail colossal, des changements qui ont apporté à leur mode de fonctionnement, que c'est inimaginable. Tu sais, souvent, là, des fois, tu te dis, mon Dieu, j'aurais jamais pensé qu'ils seraient là aujourd'hui, puis finalement, tu sais, oui, puis souvent, on est leur premier contact aussi, retour dans la collectivité, donc on peut leur montrer, tu sais, que juste de leur montrer qu'ils peuvent être traités comme un être humain, puis être traités normalement, puis qu'ils méritent ça aussi. Je pense que c'est la base de tout, là. Quand ils sortent de détention, souvent, ils vivent un certain traumatisme, un stress lié à l'incarcération qu'ils rapportent avec eux là, quand ils sortent des portes des établissements. Donc, quand ils arrivent dans un milieu où on les accueille positivement, qu'on leur montre le côté humain, qu'on leur montre qu'ils ont le droit d'être considérés, puis de se sentir considérés, puis qu'ils ont le droit d'être appréciés, puis de faire des belles choses, je pense que ça apporte tellement aussi à leur estime personnelle qui est souvent très fragilisée là, par le passage dans le système judiciaire. Là. Moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que, Casey, tu parlais de la valorisation des réussites que les résidents ont et tout ça, est-ce que tu en as un exemple peut-être qui t'a vraiment marqué d'un cheminement d'un résident ou de quelque chose qui peut peut-être paraître banal, mais que quelqu'un a réussi à accomplir avec toi, puis que justement, c'est venu te marquer plus qu'un autre peut-être? Oui, en fait, ça va être vraiment un drôle d'exemple, puis tu sais, peut-être que pour les gens de l'extérieur, ça va être particulier, mais moi j'ai eu un résident qui était très explosif dans sa manière de réagir. Il parlait fort, il gesticulait beaucoup. C'était quelqu'un qui était physiquement imposant, qu'il n'y avait comme pas d'entre-deux dans ses émotions. Là. C'est soit il était très heureux, soit il était très, très fâché. Et on a travaillé tellement fort sur l'expression de ses émotions, à essayer de gérer adéquatement la colère qu'il vivait, parce que toutes les émotions négatives qu'il vivait passaient en fait par la colère. C'était le seul moyen qui extériorisait ça. Après plusieurs mois de travail avec cette personne-là, ça a été difficile de créer un lien de confiance parce qu'il était très blessé dans ses relations, même avant l'incarcération. À un certain point, il est revenu de travailler un soir, puis il m'a demandé « Oh mon Dieu, Casey, il faut vraiment qu'on se parle là, maintenant. » Puis c'était pas son genre. Et finalement, rendu dans le bureau de rencontre, il me raconte qu'il se promenait en auto à Québec, qu'il a voulu changer de voie, puis il a coupé une auto sans réellement réaliser qu'il coupait une auto.
Puis le chauffeur qui était derrière lui était vraiment agressif au volant. Donc lui, il a juste comme sorti sa main pour lui faire signe de se calmer par la fenêtre. Puis finalement, le conducteur du véhicule en arrière est sorti de son auto et est venu le frapper dans le visage à 2 reprises dans son auto. Et pour la première fois de sa vie, il a été en mesure de gérer ses émotions négatives de sorte qu'il a non seulement pas riposté, mais il a comme dit à la personne assez calmement de quitter, que tu sais, lui, il voulait pas avoir de problème, puis que c'était vraiment banal, puis qu'il comprenait pas pourquoi il réagissait comme ça. Mais je pense que ça a été un des moments où je me suis sentie le plus fière d'un de mes résidents, parce que pour lui, quand il est arrivé ici, je veux dire, quelqu'un l'aurait frôlé dans le corridor, puis probablement qu'il aurait sauté au plafond, tandis que là, il venait de se faire littéralement frapper dans le visage. C'est une réaction probablement auquel les gens s'attendraient pas puis réagiraient fortement aussi. Ben oui, c'est ça. Qui a ça. réussi à se maîtriser comme ça, c'est quand même vraiment impressionnant. Vraiment, c'est vraiment un drôle d'exemple. Là. Je veux dire, il y en a des tonnes, là, les résidents qui ont vraiment de la difficulté à se trouver un emploi, qui finalement réussissent à trouver un emploi, qui se sentent valorisés. C'est tellement des belles réussites. De les voir arriver avec leurs bonnes nouvelles, puis hey, faut que je te raconte quelque chose, puis t'es comme dans la hâte de savoir qu'est-ce qu'il y en a, puis de voir leur visage illuminé, puis c'est tellement des belles victoires pour eux, puis tu sais, mettons, se trouver un emploi pour, mettons, toi et moi, monsieur, madame, tout le monde, des fois, c'est comme, c'est pas la fin du monde de dire, ah, je suis allée porter des CV, finalement, ils m'ont rappelé, j'ai un emploi, en pénurie de main-d'œuvre, blablabla. Mais c'est des fois pour des gens qui ont eu un parcours, qui ont été beaucoup dans la criminalité, qui ont eu des valeurs beaucoup délinquantes, de là, d'adopter un mode de vie prosocial, c'est donc une fierté, puis de se dire, mon Dieu, je deviens un peu comme un bon citoyen là, qui va se trouver un emploi, qui a l'air des bonnes valeurs, qui se contrôle, qui... Exactement, mais oui, c'est vraiment... tu sais, notre travail au quotidien est rempli de belles réussites des résidents, puis souvent, on est même plus fiers qu'eux par moment, mais c'est ça, comme Blanche expliquait, là, le fait de les voir les yeux illuminés, ils sont tout contents de nous le partager, de nous parler de leur réussite de la journée, puis des fois, pour une autre personne externe dans la situation, ça pourrait tellement paraître banal, mais au final, c'est tellement gros pour eux que même nous, on est excités avec eux de tout ça, là, fait que oui, Puis ça m'amène aussi à poursuivre, quand tu dis qu'ils témoignent beaucoup de reconnaissance, puis c'est tant tous les gens qui vont leur soutenir, tant les intervenants qui vont participer dans leur processus de réinsertion, les employeurs, toutes les personnes qui vont graviter d'une manière ou d'une autre. Je pense que des fois, le monsieur, madame, tout le monde vont percevoir les personnes en processus de réinsertion sociale un peu comme étant ingrates ou qui manquent de reconnaissance, mais moi, souvent, j'en ai eu beaucoup de témoignages de reconnaissance de personnes qui m'ont nommé qui ça a été très significatif dans leur vie, puis des fois pour des choses qui pour moi c'était banal ou c'était anodin, j'ai fait une toute petite intervention, puis dans ma tête c'était du gros bon sens, mais eux ça a donc été significatif, c'était au bon moment, au bon temps. Puis possiblement que toi aussi, Casey, tu as des exemples d'interventions qui étaient simples, mais ô combien significatifs pour eux, tu sais. Oui, en effet, puis des fois, ils ont juste besoin d'être écoutés aussi, de juste leur offrir l'écoute un peu sans jugement que parfois leur entourage ou les employeurs, leurs amis peuvent pas leur offrir. Ben juste ça fait toute la différence là, pour eux d'avoir une écoute un peu inconditionnelle. Tu sais, on va être là, on va t'écouter, puis on portera pas de jugement à l'égard de ce que tu penses. On va essayer de t'aider au contraire si tu as besoin. Là. Tout à fait. Je pense que ça aussi, c'est des belles réussites, puis ce qui nous permet des fois de continuer notre travail dans des moments difficiles aussi. C'est sûr qu'il y a des facettes, comme dans n'importe quoi, qui sont un petit peu moins roses. Mais ça m'amène à te questionner, selon toi, c'est quoi les qualités importantes d'une intervenante qui travaille auprès des personnes judiciarisées? L'ouverture d'esprit, en premier lieu, parce que, bon... en fait, pour moi, c'est du gros bon sens. J'ai même pas besoin de l'expliquer. L'ouverture d'esprit, c'est la base de tout dans le métier, parce que si on est empreint de jugement, rapidement, ça va se ressentir là, dans nos interventions. La bienveillance, l'authenticité aussi, parce que on peut pas jouer le rôle d'une intervenante. On peut pas acter le fait d'être intervenant. Moi, en fait, je suis profondément convaincue que t'es un bon intervenant ou tu ne l'es pas. Puis, ça se développe, toutes les capacités se développent, mais je pense que dans le savoir-être, dans le savoir-faire, être un bon intervenant, ça débute vraiment par l'authenticité, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, le non-jugement, l'écoute, par-dessus tout l'écoute, puis une écoute active, une écoute saine aussi des gens, de l'empathie.
toujours de l'empathie parce qu'on fait face à des gens qui ont beaucoup de blessures, qui ont beaucoup de lacunes, qui vont rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup plus même que qu'un citoyen, monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Puis si on est incapable de faire preuve d'empathie à leur égard, rapidement, ils vont arrêter de se confier à nous parce qu'ils se sentiront pas compris. Tout à fait. Mais je dirais, ceux-là, c'est pas mal les principales, là, à mon sens, à moi. Vraiment, les qualités humaines, en fait, là, vraiment le sens d'être humain avec eux, puis de les traiter comme un égal, ça passe par tout ça, puis c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, la transparence aussi. Ouais. Je l'avais pas nommé, mais la transparence, on demande ça beaucoup de nos résidents, une confiance, une transparence de leur part, mais je pense qu'en tant qu'intervenant aussi, c'est important de leur offrir ça. De toute façon, ils s'en rendent compte. Il y a toujours moyen d'amener les choses et de dire la vérité sans nécessairement dévoiler des choses qui ne devraient pas l'être ou quoi que ce soit. Donc, quand c'est nécessaire de se montrer transparent, d'être capable aussi de dire j'ai fait une erreur, finalement, je me rétracte, t'avais raison, de leur montrer qu'on est des êtres humains comme eux aussi. Là, oui, puis ça m'amène beaucoup à parler d'authenticité, puis de... Tu sais, tantôt ce que tu nommais, je pense que l'intervention c'est quand même une vocation, c'est tu le sais au fond de toi si tu le fais pour les bonnes raisons ou les pas bonnes raisons. Puis, tu sais, dans la transparence, mais l'authenticité, je pense que c'est de laisser, de leur montrer qui on est aussi fondamentalement, notre personnalité, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, montrer un peu nos couleurs aussi, de pas être une parure, de juste représenter une figure d'autorité, mais vraiment qui a accès à qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis des fois, on va échanger, comme tu disais dans l'informel, leur donner accès à, oui, avec du jugement et du discernement, mais leur donner accès à notre facette là, de notre personnalité. Puis c'est justement ça qui fait qu'ils créent des fois plus rapidement un lien de confiance avec nous. Le fait qu'on leur montre que hey, moi aussi j'ai des goûts musicaux, moi aussi ce livre-là, je l'ai adoré, on peut en parler, on peut, de leur montrer, oui, une petite facette de notre vraie personnalité au-delà de l'intervenant qu'eux voient devant eux dans un bureau. Je pense que ça amène une grande part à l'intervention, mais aussi au lien de confiance qu'éventuellement on développe avec eux. Là. Moi, mes meilleurs échanges ont toujours été faits dans des contextes informels ou presque. Puis c'est souvent là où j'apprends le plus de mes résidents. Puis, je fais preuve de, comme on disait, de jugement, de discernement dans qu'est-ce qu'on dévoile de nous, parce qu'on doit quand même garder à l'idée là, notre sécurité personnelle et tout. Une distance. Mais c'est super de pouvoir échanger avec eux sur des trucs normaux de la vie. Vraiment des... Je pense que c'est un peu l'essence aussi de la réhabilitation sociale, de vraiment d'être capable de montrer par l'exemple c'est quoi des bons comportements, des bonnes relations, tout ça, tout en gardant, une certaine distance professionnelle, on s'entend, mais d'être capable, on est, comme tu disais tantôt, le premier lien souvent de retour avec la société, de montrer justement que ça peut être des belles relations, puis qu'on est humain nous aussi, puis qu'on partage des choses. Là. Oui, absolument. Oui. Puis je pense que ça va contribuer beaucoup à baisser les résistances qu'ils peuvent avoir à l'égard, comme on a parlé un petit peu plus tôt dans la discussion. Et on rencontre tous des défis, puis de leur montrer vraiment ce côté humain-là de nous, le côté imparfait, parce que souvent, en étant intervenant, on essaie de montrer le plus beau jour, mais au final, c'est pas ça qui va nous faire gagner la confiance des résidents, c'est de leur montrer que nous aussi, on est humains avec des qualités, des défauts, puis qu'on rencontre nos défis, nous aussi. Là. Tout à fait, puis de ne pas prétendre, un peu comme tu disais, d'être l'intervenant qui va tout le temps bien, que tout est parfait, qui mène une vie rose, mais nous aussi on a des défis, puis d'être capable de les admettre, puis comme un peu Valérie, tu disais, de leur... qui nous utilisent un peu comme exemple, de dire, j'ai vécu une difficulté, puis gars, j'ai mis des stratégies en place, j'ai utilisé ça m'a aidé. Fait que de leur montrer aussi qu'on en a tous des défis, mais qu'on se retrousse les manches, puis on les relève aussi. On s'entend pas à ce que nos résidents soient parfaits, non, au contraire. Parce que personne ne peut l'être. Tout à fait. Puis, en conclusion, j'aimerais savoir, c'est sûr que travailler en relation d'aide, peu importe auprès de quelle clientèle, c'est un travail qui peut être exigeant parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que notre outil de travail, c'est nous-mêmes. Fait que c'est vraiment notre disponibilité, notre écoute, toutes les qualités un peu que tu viens de discuter. Mais comment on prend soin de soi dans ce type de travail-là? Je pense que ça va être différent d'une personne à l'autre.
sais, j'ai des collègues qui adorent aller au gym, que pour elles, d'aller s'entraîner après leur chiffre de travail, ça va leur permettre, tu sais, de déconnecter un peu le cerveau du travail, puis de se concentrer plus sur le bien-être physique que ça va leur procurer. Personnellement, j'adore lire, je fais de la broderie. Tu sais, pour moi, c'est vraiment dans les petites choses qui demandent de l'attention, en fait, que, tu sais, d'aller porter mon cerveau ailleurs, d'écouter la télé, des films, des documentaires, de la musique beaucoup, la marche en nature, tu sais, toutes les activités, en fait, qui peuvent t'amener un petit sentiment que en ce moment, là, tu prends soin de toi. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis je pense que chaque personne a ses propres limites, puis ses propres besoins aussi. Puis c'est bien d'être à l'écoute de ça, en fait, parce que ça va être la base de tout. Si on outrepasse nos limites personnelles constamment, oui, ça va devenir épuisant. Puis de connecter émotionnellement avec les résidents, surtout dans un milieu de vie, on est constamment sollicité émotionnellement, d'être capable de reconnaître qu'est-ce qui m'appartient comme émotion puis qu'est-ce qui ne m'appartient pas, surtout au stade quand tu mets le pied en dehors, tu sais, du travail. C'est super important parce que ça peut rapidement t'envahir, puis là, t'arrives chez toi le soir, puis finalement, tu rumines les émotions de tout le monde, puis quand tu prends un petit moment pour y réfléchir, dans le fond, il y a peut-être une de ces émotions-là qui t'appartient, puis toutes les autres, c'était celles qui se sont collées un peu à ta peau pendant ta journée. Donc, je pense de vraiment juste être capable de faire le détachement. Puis c'est pas toujours facile. Puis je pense pas, honnêtement, que ça se fait à 100% non plus. Mais de trouver des activités qui te font du bien. Tu sais, prendre un bain, d'aller marcher avec des amis, d'aller faire du hiking, de la lecture ou de la broderie. C'est toutes des activités qui te permettent de te concentrer sur quelque chose d'autre puis de prendre un moment pour toi, là, tu sais, un moment de bien-être. Tout à fait. Parce que je pense que tu l'as bien représenté, on est un peu comme des éponges qui absorbent les émotions des autres. On est là, on est un peu leur base de sécurité, tu sais, qui encaisse, qui rassure. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, nous aussi, le surplus, il faut l'extérioriser. Puis je pense te donner des bons moyens pour le faire, pour prendre soin de soi, pour être capable de recommencer sa semaine, puis de reprendre ce rôle-là. Oui, puis le sommeil. Ouais, effectivement. dormir est un bon début, mais vraiment, là, tu sais, de juste trouver un petit quelque chose qui te fait du bien. Puis pour des gens, ça leur demande juste 15 minutes de leur temps, puis ça va être assez. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'une journée complète pour prendre une activité, tu sais, plus... qui bouge plus ou qui est plus longue dans le temps pour décompresser. Mais tu sais, ça, je pense que c'est propre à chacun, puis ça dépend de nos intérêts, là, mais juste de prendre le moment de trouver un petit quelque chose à tous les jours même, tu sais, pour essayer de te raccrocher un peu à ce que t'es comme personne en dehors aussi de l'intervenant, là. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Casey. C'était super intéressant. Puis je pense que tu as répondu à plusieurs questions, peut-être de nos auditeurs. Donc, merci beaucoup pour ta participation. Ben, merci, Blanche, de m'avoir accueillie. Valérie aussi, ça fut un plaisir. Merci à vous deux. Pour notre prochain épisode, on va avoir une rencontre avec un de nos résidents pour en apprendre un peu plus sur son parcours puis les réalités de la réhabilitation sociale vraiment vécue par une personne judiciarisée. Merci à tous. Bonne fin de journée.